quel type d'homme mettrait le feu à ses propres villages pour affaiblir, désorienter et démoraliser une armée envahissante. Au printemps de 1462, Mehmed II, sultan de l'Empire ottoman et conquérant de Constantinople, entreprit une campagne militaire en Valachie pour vaincre Vlad II, le voivode local, également connu sous les noms de Vlad Cepech ou Vlad l'Empaleur. Ce qu'il rencontra ne fut pas une armée régulière prête à une confrontation classique, mais plutôt un territoire dévasté et stérile, empoisonné par son propre souverain. Alors que l'armée ottomane traversait le Danube pour entrer en Valachie, elle se retrouva face à un paysage dévasté. D'après des sources contemporaines, y compris les écrits du chroniqueur byzantin Laonikos Chalkoondyles, Vlad ordonna la destruction des champs, des puits et de villages entiers. Les habitations furent incendiées, les greniers rasés et le bétail soit tué, soit déplacé. Ce n'était pas seulement un acte de cruauté, mais une stratégie de résistance, conscient que ses propres forces, largement inférieures aux 4000 hommes de Mehmed, ne pouvaient pas gagner dans un affrontement direct, Vlad décida de transformer la Valachie en une arme. Des populations entières furent évacuées ou détruites lors du passage des Ottomans, laissant l'ennemi sans refuge, provisions ou renseignements. Dans une lettre adressée à Matyas Corvin, roi de Hongrie, Vlad expose sa tactique avec une franchise choquante. « J'ai tué des paysans, des hommes et des femmes, des vieux et des jeunes. Nous avons tout incendié. » Ce document, conservé dans les archives nationales de Hongrie, représente l'un des rares témoins directs où Vlad décrit sans vergogne sa stratégie de la terre brûlée. La stratégie porta ses fruits. Les troupes ottomanes, peu habituées au terrain et affectées par des maladies et des famines, se retrouvèrent dans un environnement hostile et dépourvu de ressources. Le moral commença à s'effondrer et certains soldats abandonnèrent leur poste, non pas à cause des combats, mais en raison de l'épuisement, de la faim et du désespoir. Cela n'était pas la guerre telle que les Ottomans la concevaient. C'était une destruction sans confrontation, et ce n'était que le début. Au cœur de la résistance déterminée de Vlad Cepech contre l'Empire ottoman se trouvait une utilisation stratégique de la guerre psychologique. À son arrivée sur le territoire valaque, durant l'été 1462, l'armée de Mehmed découvrit bien plus qu'une campagne dévastée. En atteignant les forteresses protégeant l'intérieur de la Valachie, notamment la citadelle de Targoviste, elle fut confrontée à un avertissement glaçant, des milliers de dépouilles symboliques affichées sur de longues piques en bois. Cette stratégie, attestée par de nombreuses sources contemporaines, y compris les écrits de l'ambassadeur vénitien à Budapest et des chroniqueurs ottomans tels que Tursun Bey, visait non seulement à repousser les intrus, mais aussi à les paralyser par la peur. À l'entrée de Targov, une forêt soigneusement composée de figures déchues et de symboles exposés flottait en attente du sultan. Cependant, les corps suspendus devant les portes de la forteresse revêtaient une signification différente. Il s'agissait de trophées, non pas de nobles capturés, mais de soldats ottomans, d'éclaireurs et même de diplomates, dont les exécutions avaient été orchestrées dans un but psychologique déterminé. Parmi les figures exposées se trouvèrent des envoyés ottomans de haut rang, envoyés par Mehmed avant l'invasion. Selon une chronique saxonne du 15 trouvée à Brasov, Vlad punit ses messagers après qu'ils eurent refusé de retirer leurs turbans, invoquant des raisons religieuses. En réponse, Vlad aurait déclaré qu'il les clouerait à l'endroit même pour respecter leurs coutumes, puis fit fixer leurs turbans sur des pics pour les exposer. Bien que les mots précis
ne puissent être corroborés, cet événement est attesté dans des sources saxonnes et slaves, mettant en lumière la tolérance zéro de Vlad envers toute forme de défi. En dehors des forteresses, les routes menant à des villes majeures, telles que Bucarest et Targoviste, étaient également ponctuées de pics exhibant des restes macabres, certains récents, d'autres dégradés par le temps. Les soldats ottomans auraient reculé d'effroi, et même les chroniqueurs ottomans contemporains admettaient que cette scène perturbait les guerriers chevronnés de l'armée de Mehmed. La stratégie de terreur emblématique de Vlad, connue sous le nom de Vlad Tepes ou l'Empaleur, ne se limitait pas à une simple punition. Elle représentait une arme politique et une mise en scène de son pouvoir, destinée à instiller la peur chez ses ennemis, à discipliner son propre peuple et à affirmer son autorité dans une région constamment convoitée par différents empires. Bien que l'empalement en tant que méthode d'exécution ne soit pas une invention de Vlad et ait existé sous diverses formes dans le monde médiéval, il en fit un outil d'intimidation publique soigneusement orchestré. Les chroniqueurs ottomans, saxons et slaves rapportent que Vlad a utilisé l'empalement de manière sans précédent entre 1456 et 1462. Cette méthode impliquait d'enfoncer un long pieu en bois dans le corps de la victime, généralement du bas du torse vers le haut, atteignant parfois la tête. Les condamnés étaient maintenus en vie pendant le processus, le pieu étant conçu pour prolonger leur agonie. Ainsi, les victimes pouvaient souffrir pendant des heures, voire des jours, dans cet état. Les officiers de Vlad prenaient grand soin d'organiser les corps en rangées, formations et hauteurs spécifiques, donnant ainsi naissance à ce que des observateurs étrangers qualifiaient de véritables forêts de cadavres empalés. L'un des cas les plus documentés d'empalement de masse eut lieu lorsque les troupes du sultan Mehmed II approchaient de Targovis. Des chroniqueurs comme Antonio Bonfini et Laonikos Chalkokondyles rapportent que Vlad fit exposer environ 20 000 captifs, comprenant principalement des prisonniers ottomans, ainsi que quelques sujets valaches accusés de trahison. Les corps furent empalés autour de la ville selon une symétrie soigneusement planifiée. L'ampleur de cette punition avait pour but de défier directement Mehmed alors qu'il se rapprochait de la capitale. Les sources ottomanes corroborent son impact psychologique. Kursun Bey, un historien qui assista à la campagne de Mehmed, rapporte que le sultan carta sa progression après avoir aperçu le champ d'empalement et qu'il en fut profondément ébranlé, bien qu'il soit habitué à la guerre. Mehmed aurait commenté qu'il était impossible de négocier avec un homme qui traitait ses ennemis et son propre peuple avec autant de rigueur. L'empalement ne se limitait pas aux périodes de guerre. Vlad l'appliquait fréquemment en Valachie pour maintenir la discipline et punir des délits tels que le vol, le mensonge ou la trahison. Même des infractions mineures pouvaient entraîner cette sévère punition si Vlad jugeait qu'elle menaçait l'ordre. Le chroniqueur saxon Michael Benheim rapporte qu'il aurait un jour condamné une femme à cet égard pour avoir menti sur les corvées de son mari, considérant cet acte comme une menace pour la vertu civique. Pour ses ennemis, l'empalement représentait une terreur sans précédent. Pour Vlad, c'était un outil de justice, d'ordre et d'autorité. Les corps mutilés faisaient office d'avertissement brutal au sultan. Lors de sa campagne inlassable, Vlad Tepes, voïvode de Valachie, affronta l'expansion ottomane, non seulement en recourant à la tactique de la terre brûlée et à des forêts d'exécution symboliques, mais aussi par une guerre psychologique particulièrement intime. La mutilation délibérée
et la libération de captifs ottomans soigneusement choisis avaient pour but d'envoyer un message. Ces survivants n'étaient pas libérés par compassion, mais transformés en avertissements vivants, destinés au sultan Mehmed Pölm, comme l'indiquent les chroniques contemporaines, y compris les sources slaves rassemblées dans le Skazani au Dracul voévode. Vlad défigurait intentionnellement ses prisonniers ottomans avant de les libérer, en leur crevant les yeux, en tranchant nez et oreilles, et en commettant d'autres mutilations qui limitaient leur capacité de mouvement. Ces actes étaient des punitions soigneusement orchestrées, visant à effrayer les troupes du sultan et à saper leur morale. En plus des blessures physiques, Vlad infligeait également des humiliations à ses captifs avant de les relâcher. D'après des textes slaves du XVe siècle, il marquait parfois les prisonniers avec des fers rouges, gravant des symboles sur leur peau, mêlant souffrance physique et moquerie culturelle. Certains historiens voient dans ces actes des provocations religieuses à l'encontre des prisonniers musulmans, bien que cette analyse ne soit pas unanimement validée par toutes les sources. Cette tactique illustre la manière dont Vladimir utilisait la terreur comme une stratégie de dissuasion plus large. Contrairement aux exécutions qui mettaient fin à un message, ces survivants marqués étaient épargnés non pour retrouver leur liberté, mais pour instiller la peur parmi les autres. Leurs corps mutilés communiquaient plus efficacement qu'un simple déchiffrage. Pour Mehmed Pır, conquérant de Constantinople 9 ans plus tôt, cette cruauté portait atteinte non seulement aux us militaires, mais également à l'orgueil impérial. Un souverain qui renvoyait ses ennemis dans un tel état affirmait clairement qu'il ne craignait aucune répercussion. Les captifs mutilés de Vlad n'étaient pas de simples accidents, mais des déclarations calculées. Ils ne revenaient pas en tant que combattants, mais comme symbole de la détermination de l'empereur. Vlad utilisait la terreur comme une arme d'une précision implacable, dont l'impact se fit sentir bien au-delà de 1462, redéfinissant la résistance balkanique et forçant même Mehmed II, le conquérant de Constantinople, à montrer de l'hésitation. Selon vous, quelle tactique de Vlad a été la plus désastreuse pour le moral ottoman? Les villages détruits, les captifs exposés ou les survivants marqués comme Sitsu? Au final, le message ne fut pas figé dans la pierre, mais plutôt voué à se dissoudre sur une pique.